Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ voit l'émergence d'une classe aristocratique enrichie par le commerce et l'agriculture. Ils entretiennent des clientèles formées de citadins qui sont liés à eux par des obligations militaires et économiques en échange d'une protection. La maison, socialement dite, réunit sous un même toit les membres de ce qu'on appelle la gens, des personnes liées entre elles par des intérêts et des ancêtres communs. Elle est dirigée par un chef de famille, le caput gentis, qui doit être le garant du culte des ancêtres de la gens. Je dis gens, on devrait dire gans. C'est lui qui gère les affaires familiales et économiques et qui donne les ordres aux nombreux domestiques qu'il emploie. Les aristocrates s'affirment au 7e siècle avant Jésus-Christ avec l'importance des cités et du commerce. Grande nouveauté, de nouveaux groupes de commerçants vont atteindre le niveau de l'ancienne aristocratie. C'est l'ascenseur social de l'époque, si vous voulez. L'aristocratie, ainsi renforcée, se place au même niveau que les rois des cités étrusques durant la période orientalisante. Les romanistes ont pris l'habitude d'appeler Laucume le roi des cités étrusques, terme dérivé du mot Lukumon, qui apparaît fréquemment dans les inscriptions étrusques. Mais il est probable qu'il n'y ait en réalité jamais été porté. Il est même devenu un nom propre. Le souverain étrusque concentre tous les pouvoirs. Il est à la fois magistrat suprême, chef de guerre et chef religieux. Il est reconnaissable dans l'iconographie grâce à sa couronne d'or, son sceptre, son trône en ivoire et son manteau, écoutez bien, de pourpre, comme sur la plaque Campana exposée au musée du Louvre. Et oui, le pourpre, ça va rappeler les Romains. Il est souvent accompagné de gardes d'honneur qui portent sur l'épaule une hache à 2 têtes entourée de verges. Il s'agit de ce qu'on appelle les licteurs, qui tiennent des faisceaux. Tite-Live rapporte que cette tradition a donc été transmise aux Romains, puisqu'il évoque les 12 licteurs qui accompagnent les consuls. Tout en bas de la société étrusque se trouvent les esclaves, qui représentent une part importante de l'organisation sociale. Ce sont eux, en fait, qui sont chargés des travaux domestiques. Parmi eux se trouvent entre autres les cuisiniers, les échansons pour le vin et les serviteurs. Dans l'espace privé, leurs rôles principaux sont le bon fonctionnement de la maison et le service des banquets, bien sûr. Pendant les fêtes, les danseurs, les musiciens, les acrobates et les athlètes, qui sont aussi des esclaves, ont pour mission de divertir le maître et ses invités. Dans l'espace public, ils sont employés par exemple pour l'entretien des bâtiments accueillant du public ou les voies de circulation. Ils sont également employés dans les carrières, les mines de fer et de cuivre et dans les ateliers métallurgiques où leurs conditions de vie, on peut le dire, sont les plus difficiles. Et vous avez une classe moyenne qui se développe dans la seconde moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ, constituée d'artisans et de commerçants de moindre importance, mais qui ont les moyens en fait de se faire creuser des tombes à 1 ou 2 chambres. Cette troisième classe rassemble les citoyens libres, les artisans et les commerçants étrangers qui peuvent être celtes, grecs ou même italiques. La société étrusque met en place en fait un régime républicain inspiré du modèle grec tout simplement à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Cependant, les aristocrates tiennent à conserver leur pouvoir. On parle alors de république oligarchique. Les magistrats sont élus pour un temps limité. Un individu qui se lance en politique est ce qu'on appelle un marou et il gravit progressivement les échelons jusqu'à la fonction politique la plus élevée, celle de zilate. Il peut alors donner son nom à l'année en cours. Les pouvoirs législatifs et judiciaires sont toujours détenus par les aristocrates qui exercent leur pouvoir en tant que principes. Plus tard, ça donnera prince en français. Il arrive pourtant que des individus s'appuient sur les classes populaires et prennent le pouvoir par la force. C'est attesté dans plusieurs cités étrusques. Vous avez les tablettes de Pyrgi mentionnent le roi entre guillemets de Caérée, Téphari Vélianas, qui s'est imposé de cette manière. De même, les sources anciennes évoquent les cas de Servius Tullius à Rome, de Porcena à Chiusi et de Lars Tolumnius à Vaiès pendant les guerres contre Rome au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Le pouvoir des familles aristocratiques citadines repose, lui, sur la possession de vastes domaines agricoles, les latifundiae, dans les campagnes environnant la ville. Ils sont exploités par une armée de paysans, majoritairement là encore des esclaves. Il existe également de petites propriétés entretenues par des paysans libres. Mais la grave crise économique du IIIe siècle avant Jésus-Christ va les pousser à migrer vers les villes où ils vivent dans la misère la plus profonde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là encore
les choses se reproduire. On va revoir ça dans d'autres temps, en France ou ailleurs d'ailleurs. C'est intéressant. C'est comme ça que naît le prolétariat. L'écart trop grand entre l'aristocratie et les citoyens les plus pauvres engendre une lutte entre les classes sociales qui s'achève par le ralliement final de l'aristocratie à l'alliance romaine. Les campagnes, gérées par de grands domaines, se dépeuplent. Les esclaves affranchis conservent certaines obligations vis-à-vis de leurs maîtres. En revanche, ils peuvent atteindre un niveau social élevé et épouser des hommes ou des femmes libres. Ils deviennent alors des laotni, qu'on traduit en latin par libertus. Si les Grecs et les Romains considèrent les Étrusques comme des personnages étranges, on va dire, et très éloignés d'eux, évidemment, c'est pas uniquement à cause de leur mode vestimentaire ou de leur organisation sociale différente des leurs. C'est surtout à cause de la place accordée aux femmes. Dans la société étrusque, elles possèdent, figurez-vous, les mêmes droits que les hommes. Rendez-vous compte un peu. Elles participent aux banquets, assises à côté de leurs époux. Elles peuvent même, comme je disais tout à l'heure, assister aux jeux publics. Chose impensable pour un grec ou un latin. Elles jouissent d'une liberté et d'un statut important. En témoignent les inscriptions funéraires qui mentionnent non seulement le nom du père, le patronyme, mais aussi celui de la mère, le matronyme. La famille étrusque est fondée sur la monogamie. La lignée maternelle est donc aussi importante que celle du père. Une urne qu'on a découverte à Botarone est inscrite d'un acte de propriété au nom d'une femme. Incroyable. Toutefois, l'homme quand même est le seul propriétaire de la sépulture, faut pas exagérer non plus, parce qu'elle est inscrite à son nom, composé du prénom et du nom de sa famille. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.